Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Marc Brulmans, je suis détenteur d'un doctorat en biophysique et je suis membre du collectif scientifique depuis ses tout débuts. Je suis membre également du groupe GMOB et du collectif Une planète. Et on me demande aujourd'hui de vous parler du projet de gaz naturel liquéfié Énergie Saguenay. Compte tenu du peu de temps dont je dispose, je ne pourrai pas aborder tous les aspects de ce projet, ni même aller en profondeur sur les quelques aspects traités. Mais je tiens quand même à vous dire que j'ai un intérêt pour la question du gaz naturel liquéfié depuis 2014, car à cette époque, il y avait un projet à Bécancour du même type. Le projet Énergie Saguenay est un projet d'importance, comme en fait foi cette photo. C'est probablement un des projets de liquéfaction de gaz naturel les plus importants sur le continent. Ici, nous pouvons voir le premier ministre Legault en présence des promoteurs. Et c'est une rencontre qui a eu lieu à Davos au mois de janvier dernier. Et il est indiqué que c'est un projet prometteur, selon les dires du premier ministre, mais qui devra répondre aux exigences environnementales du Québec. Comme quoi, il devra évidemment répondre à ce que les lois et règlements du Québec prescrivent. Si à la dernière diapo, on a entreaperçu le ministre Fitzgibbon, ici nous voyons Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et interviewé à RDI Économie, il nous indique que vaut mieux être au gaz naturel qu'au mazout parce que nous aurions alors une réduction de l'ordre de 30% de moins de gaz à effet de serre. Voyons de quoi il en retourne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les propos du ministre ne font référence qu'à la seule étape de combustion des hydrocarbures et ne comprend pas toutes les étapes de la filière du gaz naturel. Et c'est ce qui explique l'opposition entre les tenants du gaz naturel comme étant une, une, une énergie de transition et les opposants qui ne la voient pas comme telle. En 2010, la compagnie Gaz Métro, lors de la présentation de son mémoire lors des audiences publiques sur les gaz de schiste, affirmait la même chose, à l'effet qu'il y aurait une diminution des gaz à effet de serre en utilisant le gaz naturel, qui serait de l'ordre de 30% par rapport à d'autres carburants comme le diesel et le mazout. Il existe de nombreux tableaux comme celui-ci où on peut voir, selon les différents carburants, quelles sont les émissions de GES qui sont attendues. Et on peut voir dans la dernière colonne que si on substitue par exemple le pétrole par du gaz naturel, on pourrait avoir une réduction de gaz à effet de serre de l'ordre de 32%. Il en est de même si on substitue le diesel ou le mazout. Mais comme je viens de l'indiquer, il ne s'agit que de la seule étape de combustion et ces valeurs-là ne tiennent pas compte de l'ensemble de l'analyse du cycle de vie des différentes filières. Lors de cette présentation, je reviendrai sur l'empreinte carbone complète de ces filières. Mais avant, je vais vous présenter un peu ce qu'est le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié, que l'on abrège souvent avec les lettres GNL. Je vais vous présenter, comme il se doit, le projet Énergie Saguenay et le projet qui lui est associé, le projet Gazoduc. Et je tenterai de conclure cette présentation par quelques points. Le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié sont en fait composés essentiellement de méthane. Et le méthane fait partie de la grande famille des hydrocarbures. Et ici, sur cette diapositive, je vous présente des alcanes linéaires
avec le plus simple, le méthane, ensuite l'éthane, le propane, etc., pour en arriver à l'octane, le principal constituant de l'essence. Évidemment, il existe des hydrocarbures qui sont ramifiés, qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes que ceux qui sont indiqués ici. Le méthane, dis-je, est une molécule très simple constituée de 5 atomes et à la température et pression ambiante, c'est un gaz inflammable, inodore, incolore et plus léger que l'air. Sa densité volumique est de l'ordre de 0,66 kg par mètre cube. En présence d'oxygène, il peut brûler et se transformer en CO2 et une certaine quantité de chaleur ou d'énergie est alors produite. Pour 1 mètre cube de méthane, on peut tirer une énergie de l'ordre de 10 kWh et on peut donc estimer que pour chauffer une maison au Québec, cela nécessite environ 2000 mètres cubes par année de gaz naturel. Nous venons de voir que le méthane, une fois brûlé, se transforme en CO2. Mais qu'en est-il s'il n'est pas brûlé mais se trouve libéré dans l'atmosphère? Eh bien, nous avons un facteur qui s'appelle le potentiel de réchauffement planétaire ou le potentiel de réchauffement global qui prend compte de l'effet sur le climat, sur le réchauffement planétaire. Donc, on peut se rendre compte que tonne pour tonne, le méthane fossile est 36 fois plus dommageable pour le climat que le CO2. C'est ce qu'on voit dans le tableau. Puisque le méthane a un temps de résidence dans l'atmosphère de l'ordre d'une douzaine d'années, eh bien, comme on s'y attend, pour un horizon temporel plus court, de 20 ans, son importance par rapport au CO2, toujours tonne pour tonne, est 87 fois plus grande. Et le graphique que vous voyez ici nous montre que même après plusieurs siècles, la tonne de méthane a un impact sur le réchauffement climatique plus grand que la tonne de CO2. Mais il faut bien constater que le méthane est le deuxième agent qui réchauffe l'atmosphère alors que le CO2 en est le premier. Très rapidement, ici, le graphique montre depuis 1990 quelle est l'évolution de la production de gaz naturel à l'échelle de la planète. Et on peut voir que d'une année à l'autre, il y a une croissance de cette production, sauf peut-être à l'année 2009 où il y a eu une crise économique. Mais à l'heure actuelle, nous en produisons environ 3700 milliards de mètres cubes par an. Si on examine maintenant les principaux pays producteurs de gaz naturel, on s'aperçoit que le Canada se situe au 5e rang avec 160 milliards de mètres cubes par an, derrière les États-Unis, la Russie, l'Iran et le Qatar. Le Canada est également un grand consommateur de gaz naturel. Nous en consommons 125 milliards de mètres cubes par an et on se situe au 6e rang mondial derrière les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran et le Japon. Et on peut s'étonner qu'avec une si petite population, le Canada se situe si haut. Eh bien, il faut comprendre que nous extrayons une bonne partie de nos sables bitumineux en Alberta avec le gaz naturel. Le Canada est le 5e producteur mondial, mais il est également le 5e exportateur de gaz naturel, derrière la Russie, le Qatar, la Norvège et les États-Unis, avec une quantité de l'ordre de 84 milliards de mètres cubes par an. Mais pour le gaz naturel liquéfié, le Canada ne fait toujours pas partie du club des exportateurs. Comme on peut le voir ici sur le graphique, on a le Qatar, l'Australie, et l'Australie est en forte croissance. D'ailleurs, l'Australie, depuis quelques mois, a détrôné le Qatar. Et les États-Unis
avec l'essor du gaz de schiste est maintenant le quatrième joueur mondial en termes de GNL. Il y a la Russie aussi qui probablement dans les années à venir ne donnera pas sa place. Donc on peut s'attendre à ce que ces quatre pays-là soient les quatre pays les plus importants en termes d'exportation de gaz naturel liquéfié. Si le Canada n'exporte pas présentement de GNL, cela ne signifie pas qu'il n'en exportera pas dans le futur. D'ailleurs, il existe de nombreux projets en Colombie-Britannique de terminaux de liquéfaction. Sur la façade atlantique, sur la carte qu'on voit présentement, on en reconnaît trois en Nouvelle-Écosse, un au Nouveau-Brunswick et deux au Québec, celui de Stowe Gas à Bécancour et celui de GNL Québec à Saguenay. Il existe également d'autres projets plus petits destinés au marché intérieur, comme le projet Sysgaz, le projet de Gaz Métro Solutions et le projet Tuglic et peut-être d'autres. Je vous parle de GNL, mais c'est quoi encore le GNL et quelles sont ses propriétés? La compagnie Énergir produit à Montréal de petites quantités de gaz naturel liquéfié et sur la fiche signalétique du produit, on peut y lire que le GNL contient environ ou contient au moins 98% de méthane. Et pour liquéfier ce méthane, nous avons besoin d'une température basse de moins 162 degrés Celsius. Et de cette manière, le gaz naturel, à l'état gazeux, devient liquide et son volume s'en trouve diminué d'un facteur de l'ordre de 600. Lorsque le gaz est liquéfié, sa densité volumique est de l'ordre de 450 kg par mètre cube. Comme tout à l'heure, évidemment, si on utilise le gaz naturel liquéfié et qu'on le regazéifie, on peut utiliser le gaz naturel pour le brûler, il se transforme en chaleur. Et si maintenant on fait la correspondance entre le gaz naturel liquéfié et la quantité d'énergie qu'on peut en soutirer, on voit qu'une tonne de gaz naturel liquéfié équivaut à environ 1,2 tonnes d'équivalent pétrole. Revenons maintenant au projet Énergie Saguenay. Selon toute vraisemblance, le projet Énergie Saguenay aurait débuté en 2013 et c'est à peu près à la même époque qu'on a vu la fin du projet d'importation de gaz naturel liquéfié à Grande-Anse au même endroit. Et en 2014, au mois d'avril, on a entendu parler de ce projet-là par l'entremise de Radio-Canada. Au même moment, GNL Québec était constitué en tant qu'entreprise québécoise. Et le 19 juin 2014, une présentation était faite par les promoteurs à Ville de Saguenay et le Journal des Affaires avait couvert l'événement et avait rédigé un article de fond sur le sujet. Au mois de novembre 2014, GNL Québec demande à l'Office national de l'énergie un permis d'exportation qui va lui être accordé quelques mois plus tard. Et au mois de novembre 2015, un avis de projet est déposé à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Et il a fallu attendre plus de 3 ans plus tard pour que l'étude d'impact de la firme d'ingénierie WSP soit déposée au ministère de l'Environnement fédéral et québécois concernant le projet Énergie Saguenay. Entre 2015 et 2019, évidemment, il était question parfois de gazoduc et il a fallu attendre la fin du mois de novembre 2018 pour que l'avis de ce projet de gazoduc soit déposé par l'entreprise Gazoduc au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Je vous parle du projet Énergie Saguenay, mais en quoi consiste ce projet?
Selon le promoteur, il s'agit d'un terminal de liquéfaction, de réservoir de stockage de GNL et d'un terminal maritime pour pouvoir exporter le produit. Mais en fait, ce que cela implique, ce sont des activités en amont et en aval. En amont, on retrouve évidemment l'extraction du gaz naturel dans des champs gaziers, puis l'acheminement par des pipelines, des gazoducs, vers le terminal de liquéfaction. En aval, on a le transport maritime de gaz naturel liquéfié par des méthaniers sur le marché international et sur le marché local par des camions-citernes. Évidemment, il y a encore d'autres étapes. On peut par la suite transformer ce gaz naturel liquéfié, le regazéifier et l'utiliser dans des usines, des industries, dans des centrales énergétiques, etc. Donc on voit que le projet, en fait, constitue en une multitude d'activités et qu'il faut considérer de l'extraction jusqu'à l'utilisation du gaz naturel, quels sont les impacts du projet. En 2015, on prévoyait des investissements pour la seule usine de 7,5 milliards de dollars. Évidemment, avec une somme pareille, il y a toujours un peu de fébrilité dans l'air. Côté emploi, c'est un peu la même chose. Pour la période de construction, on prévoit 1500 emplois, puis lorsque l'usine serait en fonction, environ 300. L'usine de liquéfaction nécessiterait de grandes quantités de gaz, de l'ordre de 16 milliards de mètres cubes par an. Et juste pour se fixer les idées, notons que la consommation totale de gaz naturel au Québec est actuellement de l'ordre de 6 milliards de mètres cubes par an. L'usine pourrait liquéfier 11 millions de tonnes de gaz naturel par année et le gazoduc qui serait nécessaire pour alimenter cette usine aurait un diamètre de 36 ou de 42 pouces. On essaie aussi au maximum d'éviter l'utilisation du gaz naturel et on préfère évidemment l'hydroélectricité et on aurait besoin d'une ligne électrique avec une capacité de 550 MW. Sur le site, on prévoyait en 2015 deux ou trois réservoirs de gaz naturel liquéfié pour un total de 480 000 m3. Euh, pour l'exportation, étant donné la quantité de gaz naturel liquéfié produite, bien, on peut compter sur le fait qu'il y aurait probablement dans le fjord du Saguenay 320 passages de navires par année. En 2015, lorsqu'il y a eu l'avis de projet, on prévoyait une mise en service de l'usine en 2021 et une production, une exploitation qui pourrait s'échelonner jusqu'en 2045, voire plus. En date d'aujourd'hui, on prévoit plutôt que la construction de l'usine se ferait en 2023 et que la production démarrait en l'an 2025 pour une fin d'exploitation en 2050, mais peut-être encore plus tard. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le procédé de liquéfaction utilisé serait un procédé au propane avec par après un autre mélange de réfrigérants pour permettre la liquéfaction du gaz naturel. Le gazoduc, on a maintenant fixé son diamètre à 42 pouces et sa longueur est de 715 km. Et le tracé a été maintenant établi à mieux de 400 mètres. Donc, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle concernant les modifications au projet Énergie Saguenay. Si on revient à 2015, on a ici un schéma du site de l'usine où on peut retrouver les circuits de liquéfaction de gaz, les réservoirs d'entreposage, de même que la jetée où les navires pourraient accoster. En 2018, le promoteur présente un plan sur lequel
le site de l'usine est un petit peu différent, où on peut voir également que l'arrangement, l'agencement des composantes diffère également, mais on retrouve toujours évidemment les trains de liquéfaction, les réservoirs, les jetés, de même que les torchères. Parlant des torchères, on pourrait en retrouver de deux types, les torchères dites au sol et les torchères confinées ou torchères marines, comme on peut le voir aussi ici sur des photos et qui proviennent d'une présentation de GNL Québec. Ici, à gauche, nous avons des colonnes où on traite le gaz avant sa liquéfaction. Évidemment, il faut qu'il soit le plus pur possible. Tandis qu'à droite, nous avons la construction d'un train de liquéfaction. Comme je vous l'indique, c'est des images qui proviennent de GNL Québec et j'espère ne pas être en faute de vous les présenter. En principe, ce sont des présentations publiques, mais ce sont des images qui leur appartiennent. Finalement, ici, nous voyons des réservoirs de gaz naturel liquéfié et la jetée où pourraient accoster les navires. Donc, évidemment, ce sont des photos qui n'ont pas été prises à Saguenay, mais c'est simplement pour vous donner une idée du type d'infrastructures industrielles qui seront construites à cet endroit. En juin 2014, on présente ce projet-là, et évidemment, comme c'est souvent le cas, c'est tout nouveau, tout beau. Les chambres de commerce sont très intéressées par le projet, etc. Mais vite, dans ce cas-ci, il y a eu des citoyens qui se sont posés des questions, qui se sont levés. Et ici, j'en cite quelques-uns. D'abord, le groupe Boréalisation avec Philippe Dumont, qui dès le 29 novembre 2014 adoptait une résolution d'opposition au projet d'usine. Ensuite, le collectif de L'Anse-à-Pelletier, 1er septembre 2015, où ils se sont opposés au projet. Saguenay en phase terminale avec Benoît Robin-Lessard et d'autres groupes qui se sont ajoutés avec le temps. Et finalement, depuis quelques mois, une coalition a pris forme, la coalition FIOR, qui regroupe des groupes citoyens de la BTB, de la Mauricie et d'ailleurs, et des groupes environnementaux du Québec. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous aurons besoin d'un nouveau gazoduc. Et ce gazoduc serait construit par une entreprise qui se nomme également Gazoduc et qui se présente comme étant une entreprise québécoise. Mais en fait, et bien que des dirigeants québécois de cette entreprise, on voit qu'on retrouve les mêmes investisseurs que pour Énergie Saguenay, GNL Québec. Donc, il s'agit de Brailleur Capital et Freestone, dont on a vu les dirigeants plus tôt dans la présentation. Ce qui est assez remarquable avec les projets de gaz naturel, c'est qu'on retrouve toujours le même argumentaire. Ainsi, la compagnie Gazoduc nous dit qu'elle va contribuer à la lutte au changement climatique en remplaçant le charbon et le mazout par du gaz naturel qui est une énergie moins polluante. Le, la compagnie ajoute même qu'elle va permettre de consolider la position de leader du Québec et du Canada dans la lutte mondiale au changement climatique, ce qui peut paraître une proposition assez étonnante, sachant qu'il s'agit d'un projet d'une énergie fossile, le gaz naturel. Le 23 avril dernier, le président Louis Bergeron affirme même que le projet va permettre de lutter contre les changements climatiques, mais de façon importante. Et ici, c'est quand même assez paradoxal de voir une telle affirmation. Selon moi,
le projet pourrait contribuer de façon importante, mais négativement à la lutte au changement climatique. La conduite de gaz naturel qui va être enfouie sur des centaines de kilomètres sur notre territoire, ce n'est pas une infrastructure anodine. Il faut bien se rendre compte qu'en Abitibi, on a une problématique avec les escarres, des sources d'eau potable qui sont vraiment réputées. Il va falloir essayer de les protéger. On a également de nombreux cours d'eau qu'il faudra franchir avec la conduite. On a également des risques d'explosion, comme ça se produit de temps à autre. Et en territoire boisé, il pourrait y avoir des incendies majeurs. Donc, est-ce que ce risque-là va être mitigé? Ça serait à voir. Et il y a un autre point important. On sait que la conduite maintenant a été fixée à 42 pouces de diamètre et ce qui pourrait amener un surplus de gaz naturel sur le territoire québécois entre 20 et 40 évidemment par rapport à la consommation annuelle attendue de l'usine. Finalement, lorsqu'il y a emprise pour un gazoduc, évidemment, il y a aussi d'autres conduites dans l'avenir qui peuvent voisiner ce gazoduc. On peut donc se retrouver avec un, deux ou trois gazoducs et même avec un oléoduc, le cas échéant. Et déjà maintenant, des propriétaires ont probablement été joints pour le tracé, pour établir le tracé, mais il y a les Premières Nations également qui sont impliquées. Et déjà, la communauté de Rapid Lake, la communauté Anishinaabe, semble être vraiment en désaccord avec les agissements du promoteur. Comme entrevu tout à l'heure, si l'on veut évaluer une filière énergétique, que ce soit celle du charbon ou du gaz naturel liquéfié, on a besoin d'études qu'on appelle des analyses du cycle de vie. Donc, dans cette section, je vais essayer de vous en présenter quelques-unes. J'aurais pu en présenter quantité d'autres. Il existe de nombreuses études, de nombreuses analyses, et finalement, on se retrouve souvent avec des situations où on a de nombreux quiproquos parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Ici, on se rappelle, il y a quelques semaines, un article d'Alexandre Shields qui relatait une étude dans laquelle il était mention que il y avait environ 8 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui seraient générées au Canada suite au projet d'énergie Saguenay. Et ce que répond GNL Québec sur son site internet, c'est que cela est faux, que l'impact réel de l'usine sur les GES au Québec serait de zéro. En fait, on voit bien que un parle des émissions en amont au Canada et l'autre parle que des strictes émissions à l'usine, en supposant bien sûr une compensation quelconque pour les émissions qui nécessairement auront lieu sur le site de Ville de Saguenay. Dans ce tableau, j'ai reporté pour les différentes étapes de la filière un certain facteur d'émission de gaz à effet de serre en kilotonnes par pétajoule. Et on peut voir que pour l'usine de liquéfaction, ce facteur pourrait être pris égal à 3 kilotonnes, ce qui donnerait des émissions annuelles totales de 2,4 mégatonnes. Donc, évidemment, on tient compte ici que des émissions sur le site de Saguenay, mais il faut tenir compte aussi des émissions en amont et en aval. Et là, on peut voir que en amont, on aurait des émissions totales de l'ordre de 11 millions de tonnes et en aval, d'au minimum 46 millions de tonnes pour un total de 57 millions. Ces chiffres-là sont probablement conservateurs, ils pourraient être encore plus élevés, mais déjà là, on voit que ça pourrait correspondre à mettre sur la route environ 14 millions de voitures. Évidemment, les gens vont dire oui, mais ce n'est pas dans les inventaires du Québec. Mais il faut quand même reconnaître que les émissions de gaz à effet de serre
se font sentir à l'échelle de la planète, y compris au Québec, et que si on veut combattre le réchauffement planétaire, il faut évidemment restreindre, diminuer nos émissions. Et lorsqu'il est question d'émissions de gaz à effet de serre de projets qui utilisent le gaz naturel, évidemment, il y a quantité d'études qui sont produites, surtout depuis environ 5 ans. Et ici, en voici une d'une académie texane. Ce rapport conclut que le facteur le plus important, c'est le taux d'émission fugitive de méthane. Et si on compare le gaz naturel avec d'autres carburants fossiles, eh bien, ce qui est indiqué, c'est qu'il faut que ces émissions soient inférieures à 1% si on utilise le gaz naturel à des fins de transport et à moins de 3% si on l'utilise dans des centrales énergétiques, par exemple. Or, il y a quelques semaines, je suis tombé sur une présentation de Robert Howard, un biologiste de l'Université Cornell, et à partir d'une série d'études où il est question des bilans de méthane à l'échelle planétaire, et à partir de données isotopiques du carbone, il a pu voir quelle était la provenance de ce méthane-là dans différents secteurs, et il est apparu qu'en ce qui concerne la filière du gaz naturel, on a un taux de libération du méthane dans l'atmosphère sur l'ensemble du cycle de vie qui serait de 4,1%, soit une valeur supérieure au seuil desquels on estime que le gaz naturel pourrait être considéré comme étant favorable sur le plan climatique. Toujours concernant les émissions fugitives, je vous présente ici une diapositive du CIREG qui avait été présentée en 2018 à une réunion, lors d'une réunion du comité consultatif. Et il est indiqué que les émissions fugitives pourraient être beaucoup plus faibles en raison d'avancées technologiques. Malheureusement, rien dans leur présentation ne laisse entrevoir quelles sont ces avancées et de combien on pourrait réduire ces émissions fugitives. Évidemment, depuis 2018, il y a eu parution de l'étude d'impact. Il y a eu une autre étude du CIREG. Malheureusement, je ne peux pas ici en parler par manque de temps, mais je la juge, et d'autres que moi aussi, assez critiquable, et il faudra bien la scruter d'un peu plus près plus tard. Et pour vous montrer pourquoi c'est si important ce taux de fuite de méthane, j'ai dressé un tableau. Et partant du fait que 1100 mètres cubes de méthane génèrent en brûlant 2,1 tonnes de CO2, eh bien on peut voir qu'il suffirait par exemple d'avoir 5% de fuite en méthane pour qu'il y ait un certain nombre d'équivalents CO2 de libérés dans l'atmosphère et qui équivaudrait à pratiquement 80% du CO2 qui serait brûlé par la même quantité de gaz naturel. Donc on peut voir que plus le taux de fuite est important, plus évidemment la combustion ou le paramètre clé dont parlait les ministres précédemment, eh bien, deviennent secondaires vis-à-vis le taux de fuite. Ici, le potentiel de réchauffement planétaire est pré égal à 36 et on peut voir qu'à partir d'un taux de fuite de 2%, eh bien, le gain qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres hydrocarbures est complètement perdu. Afin de montrer le peu d'impact du gaz naturel pour la lutte au changement climatique, je vous présente ici une étude très récente de Charifia où on peut voir pour le Canada quel serait l'impact de convertir la flotte de camions lourds du diesel au gaz naturel liquéfié. Et on peut voir qu'en fait, en vert,
que les émissions reliées à cette flotte de camions lourds seraient encore plus importantes que si elle était au diesel. Et on peut voir également qu'au fur et à mesure que cette conversion s'effectue, qu'on s'éloigne de plus en plus des cibles de réduction du Canada. Donc, encore là, le graphique est très parlant. Du puits à la roue, le gaz naturel liquéfié ne peut être une solution enviable pour la lutte au changement climatique. Ici, nous avons une étude encore plus récente effectuée au Royaume-Uni et dans laquelle on peut voir, toujours sur la question d'une flotte de camions lourds alimentés au gaz naturel liquéfié, on peut voir qu'à partir d'un certain taux de fuite, de l'ordre de 0,5%, eh bien, on se retrouve avec des émissions qui pourraient être plus grandes que celles pour la flotte de camions alimentés au diesel, qui est représentée ici par une ligne horizontale. Donc, évidemment, il y a une marge d'erreur, une marge d'incertitude, mais on peut voir qu'il suffirait d'aussi peu que 0,5% de taux de fuite pour qu'éventuellement on se retrouve dans une situation pire que celle du départ. Une dernière étude ici, mais dans le cas de navires, on peut voir qu'à partir d'un certain seuil, de l'ordre de 1% de taux de fuite du méthane, eh bien, les bateaux qui seraient alimentés avec du gaz naturel liquéfié du Qatar auraient une empreinte carbone plus grande que s'ils étaient au diesel, ou plutôt au bunker lourd. La ligne qui est ici en vert. Donc, en deçà, ça peut toujours aller, mais au-delà de 1%, évidemment, on se retrouve encore là avec l'effet, comme je vous l'ai indiqué plus tôt, de libération de méthane dans l'atmosphère qui occasionne des impacts climatiques plus importants. Nous arrivons à la fin de l'exposé et je vais tenter de résumer. Point numéro 1, il n'y a pas de gain à utiliser le gaz naturel et encore moins le gaz naturel liquéfié pour lutter contre les changements climatiques. D'autant plus qu'avec le méthane qui agit, qui réchauffe rapidement l'atmosphère, on pourrait atteindre des points de bascule du climat entre par exemple 1,5 et 2 degrés de réchauffement planétaire qu'on pourrait éviter si on n'utilisait pas le gaz naturel. Deuxième point, c'est que brûler un carburant fossile dans un moteur, une chaudière, une centrale énergétique, c'est dégrader brutalement une énergie non renouvelable avec énormément de pertes. Évidemment, on peut toujours essayer d'utiliser des procédés de cogénération, mais il n'en demeure pas moins que par rapport à d'autres procédés électriques, par exemple, eh bien, les rendements se trouvent toujours moins grands, moins bons. Troisième point, les promoteurs assument toujours pour leur réduction soi-disant de gaz à effet de serre des combustions qui sont parfaites et ils oublient tout le restant de la chaîne, que ce soit la distribution du gaz, le transport de ce gaz naturel, les fuites dans différents équipements. Donc, toutes les autres étapes sont escamotées et lorsqu'on en tient compte, point numéro 4, eh bien, on s'aperçoit que les émissions réelles les émissions de GES sont probablement plus importantes que celles qui sont estimées ou celles qui apparaissent dans les inventaires. Dernier point, mais également important, le taux de retour énergétique des filières, que ce soit celle du gaz naturel ou celle du gaz naturel liquéfié, est insuffisante pour une société développée telle que la nôtre. En effet, plusieurs études démontrent qu'il nous faut des taux de retour de l'ordre de 15 pour assumer une viabilité à notre société, alors que les filières du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, on se retrouve à l'heure actuelle dans les gisements, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, avec des taux de retour énergétiques
qui se situe entre 5 et 10. En terminant, j'aimerais ajouter que l'utilisation du gaz naturel peut parfois être avantageuse, ne serait-ce que par sa faible émission de particules fines. Le gaz naturel est considéré plus propre que d'autres carburants fossiles. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on examine les avantages et les désavantages, le gaz naturel ne peut être considéré comme une filière énergétique de substitution. Et d'ailleurs, sachant qu'au Québec, nous sommes vraiment choyés à la matière avec l'éolien et l'hydroélectricité. J'ajoute également qu'un autre document est annexé à celui-ci dans lequel je vous présente le tracé du gazoduc, le dernier en date, de même que d'autres études d'analyse de cycle de vie. Et vous rappelant également que vous pouvez toujours me joindre pour des questions à l'adresse courriel scienceblanche@gmail.com. Merci encore.